Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Institut français de Grèce pour cette conférence que j'ai l'honneur d'ouvrir. Je vous prie de bien vouloir excuser le directeur de l'Institut français de Grèce, monsieur Patrick Comoy, qui n'a pas pu être là pour faire cette ouverture, donc j'ai l'honneur de la faire en son nom très rapidement. C'est dans des circonstances très particulières que nous commençons cette saison culturelle. Comme vous le savez tous, cette période de pandémie, des conditions qui nous obligent à changer le format de nos conférences en privilégiant leur rediffusion en ligne et en limitant l'accès au public afin de garantir la sécurité de tous et le respect des règles sanitaires auxquelles nous tenons tous. Ce format qui tranche avec nos précédentes conférences n'enlève rien, cependant, à la joie, au plaisir que nous avons d'accueillir le professeur Fassin aujourd'hui à l'Institut afin de nous parler, après plusieurs mois d'attente, cette conférence, il faut dire qu'elle était prévue au mois de mars dernier, après plusieurs mois d'attente de frontières sexuelles en migration. Aujourd'hui, plus que jamais, l'intimité dans le champ des migrations fait l'objet d'une attention inédite de la part des autorités, des autres acteurs comme les ONG d'appui aux migrants et bien sûr des migrantes et des migrants eux-mêmes. Les représentations restent néanmoins marquées de toutes parts par les stéréotypes de genre qu'ils exacerbent même parfois. Déconstruire ces stéréotypes de genre dans le champ des migrations et souligner l'importance du genre dans le parcours migratoire, c'est l'ambition du cycle genre et migration que nous déclinons cette saison à l'Institut français de Grèce. Cette ambition réflexive se double d'un autre souhait, celui de rendre possible, en dépit du format désormais majoritairement en ligne, le dialogue et les échanges avec le public afin de construire cette réflexion ensemble. À cette fin, il vous est, vous public, peu nombreux ici présents pour les questions de restrictions sanitaires, mais nous espérons très nombreux derrière vos écrans, derrière vos smartphones. Il vous est possible de poser des questions en ligne durant la conférence. Vous avez le hashtag qui s'affiche juste en dessous de l'écran où vous suivez cette conférence, où vous allez pouvoir poser vos questions que nous regrouperons et poserons une fois l'exposé du professeur Fassin terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une conférence riche et vous donne rendez-vous en décembre à Mytilène, toujours dans le cadre du cycle Genre et Migration, pour la prochaine séance qui abordera la question de la construction, de la perception et de l'appréhension des vulnérabilités. Merci beaucoup et très bonne soirée. Ça marche? Oui. Alors, bonsoir à tout le monde qui est ici physiquement ou virtuellement. Monsieur Fassin, vous êtes professeur à l'Université Paris 8, Vincennes, Saint-Denis. Vous êtes chercheur aussi au LEX, au CNRS. Le genre est votre champ de travail principal. Et merci d'être aujourd'hui, de nous parler du sexe en migration. Merci beaucoup. Je voudrais dire d'abord que je suis très heureux d'être ici. Le fait que c'était un peu compliqué depuis le mois de mars ne fait que confirmer mon envie de participer à ce cycle sur le genre en migration. C'est un domaine sur lequel je travaille, y compris dans un programme de recherche avec plusieurs collègues et doctorantes et doctorants, un programme qui s'intitule « Genre et sexualité en migration ». Nous avions d'ailleurs organisé un colloque il y a à peu près un an sur ces questions à Paris, un colloque international. Donc c'est au cœur de questions qui m'importent et je suis heureux de les partager ici. J'ajouterai que je remercie à la fois les personnes que j'ai déjà rencontrées aujourd'hui, mais aussi celles que je rencontrerai demain et peut-être après-demain, puisque je profite de ce bref séjour grâce à l'Institut français pour avoir des échanges, en particulier avec des associations. C'est pour moi très important. Je suis convaincu que le travail
savant, entre guillemets, c'est-à-dire le travail universitaire, gagne à se nourrir du travail militant, donc des personnes qui travaillent sur le terrain. Et ce va-et-vient, il marche dans les deux sens. J'espère que parfois le travail académique peut être utile à des personnes engagées sur le terrain, mais en retour, en tout cas, je suis certain que le travail militant associatif, il m'est très important dans mes réflexions. Alors, je vais surveiller mon temps de parole pour ne pas partir sur un discours de 3 heures, mais je voudrais commencer peut-être par une proposition théorique. Il y a un texte de Michel Foucault qui résume assez bien une question qui agite mon propre travail. C'est dans la préface qu'il a donnée 2 ans après sa parution à Herculine Barbin, le récit de ce qu'on appelait au XIXe siècle une pseudo-hermaphrodite, et il pose la question, est-ce que nous avons vraiment besoin d'un vrai sexe ? Cette formule, qui peut jouer sur le sexe au sens de l'opposition homme-femme, mais aussi sur le sexe au sens de sexualité, cette formule, elle est importante parce qu'elle renvoie dans la réflexion de Michel Foucault à l'idée que la modernité place la question du sexe, que ce soit le genre ou la sexualité, ce ne sont pas, enfin, Foucault ne parle pas de genre, mais ça revient au même, le genre et la sexualité sont constitutifs de ce que nous sommes. Ça, c'est quelque chose qui est lié à la modernité parce que c'est quelque chose qui est lié aux formes de biopouvoir, au pouvoir tel qu'il s'exerce dans la modernité et qui passe par les corps. Mais il ne passe pas seulement par les corps, il passe aussi par les subjectivités, par la manière dont nous nous construisons en tant que sujet. Et c'est au cœur de la réflexion de Michel Foucault sur la sexualité, sur le genre et la sexualité, que nous dit Michel Foucault. Il nous dit, au fond, en tant que sujet, nous sommes constitués par le pouvoir et nous nous constituons dans le pouvoir. Nous sommes constitués par le pouvoir, c'est la question de l'assujettissement. Nous sommes assujettis comme des sujets d'un roi. Mais cet assujettissement, il a un envers qui est notre subjectivation, le fait que nous nous constituons en tant que sujet dans ce rapport de pouvoir. Que être une femme, par exemple, eh bien, ce n'est pas simplement être une femme avant tous les rapports de pouvoir, c'est être une femme dans les rapports de pouvoir, et en particulier face à la domination masculine. Mais de même, être homosexuel, ça n'est pas simplement une identité qui serait préalable à tous les rapports de pouvoir, c'est une identité qui se constitue dans les rapports de pouvoir. La subjectivation homosexuelle, elle n'est pas préalable au pouvoir, elle est prise dans le pouvoir. C'est ce qui sera, par exemple, poursuivi par le philosophe Didier Eribon dans ses réflexions sur la question gay, quand il dit, pour parler de l'homosexualité, au commencement était l'injure. C'est-à-dire que, en quelque sorte, l'homophobie précéderait l'homosexualité. Que l'homosexualité ne serait pas pensable indépendamment de l'homophobie. Autrement dit, il n'y a pas un pouvoir qui serait là comme une sorte de chape de plomb qui couvre une vérité de ce que nous sommes. La vérité de ce que nous sommes, elle se construit dans les rapports de pouvoir. Alors cette proposition un peu abstraite, je crois qu'elle a du sens lorsqu'on pense au sexe en migration. Parce que quand on pense au sexe en migration, on pourrait imaginer qu'il y a une logique simple. Il y a des gens qui ont un genre et une sexualité, et dans la migration, ils arrivent dans un autre endroit. Et à ce moment-là, on pourrait s'imaginer que de deux choses l'une, soit eh bien, ils vont pouvoir être libérés, soit ils vont être au contraire réprimés. Autrement dit, il y aurait une vérité du sexe, et simplement, elle pourrait s'épanouir, se dire vraiment, ou au contraire, elle serait empêchée de se dire ou de se vivre.
Ça, c'est un modèle qui a beaucoup fonctionné en particulier pour l'homosexualité, en se représentant que, en fait, il y a une vraie identité, une vérité de l'identité homosexuelle, et qu'après, il y a simplement des conditions où on empêche les gens de vivre ce qu'ils sont, ou à l'inverse, des conditions où ils peuvent vraiment, en vérité, vivre ce qu'ils sont. C'est la logique qu'on entend autour de la sortie du placard, du coming out. C'est-à-dire, on est en vérité quelque chose et on est autorisé ou pas à le dire, à le vivre. Or, si on garde en tête la réflexion de Michel Foucault, ça nous est utile pour penser comment la migration, eh bien, ça n'est pas simplement que les gens sont véritablement quelque chose, mais qu'ils sont pris dans la migration, que ce qu'ils sont n'est pas indépendant de cette migration. Et pas simplement parce qu'ils sont dans des cultures différentes, mais parce que ces cultures organisent les rapports de pouvoir de manière différente. Alors après ce prélude un peu théorique, ce que je voudrais faire maintenant, c'est reprendre quelques éléments historiques pour montrer comment la question du sexe, et lorsque je dirais sexe, ça voudra dire à la fois genre et sexualité. De même, quand je dirais sexuel, ce sera pour parler à la fois du genre et de la sexualité. Donc, pour parler du sexe en migration, je voudrais reprendre quelques éléments historiques qui sont bien connus. C'est le fait que, et si on parle en particulier pour la France, mais je crois que c'est vrai dans beaucoup de pays en Europe, on a longtemps pensé, après la Deuxième Guerre mondiale, l'immigration au masculin. Autrement dit, tout se passait comme si les immigrés, c'étaient des hommes immigrés. Ce n'était pas forcément toujours vrai, bien sûr, mais c'était statistiquement relativement vrai, et surtout, c'était ça l'imaginaire. Et cet imaginaire, il était renforcé par le fait que cette migration encouragée par beaucoup d'États qui avaient besoin de migrants, eh bien, en particulier la France, eh bien, ces migrants qui venaient, c'était non seulement des hommes, mais des hommes seuls. Parce que cette immigration de travail, on se la représentait comme provisoire. C'est ce que décrit par exemple le sociologue Abdelmalek Sayad, un sociologue algérien qui a travaillé avec Pierre Bourdieu et qui a continué son travail commencé en Algérie, il l'a continué en France, et c'est un des premiers sociologues en France qui, dans les années 70, étudie non pas d'ailleurs l'immigration, comme si on se plaçait du point de vue de la France, mais les migrations, c'est-à-dire les gens qui partent d'Algérie. Donc il s'est intéressé à cette histoire de l'émigration algérienne et à une sociologie en donnant la parole à des émigrés, c'est-à-dire en se plaçant non pas du point de vue de la société où ils arrivaient, la France, mais du point de vue des migrants eux-mêmes et de ces émigrés, donc du point de vue de la culture du pays d'où ils venaient. Quand on lit ces travaux, c'est d'abord une immigration au masculin, et c'est dans la génération suivante qu'on voit apparaître, pour l'essentiel, les personnages féminins. Ces migrants au masculin, eh bien, ils se représentent, et on se représente qu'ils ne sont pas là pour durer, qu'ils ne vont pas faire leur vie en France, qu'ils reviendront au pays. C'est ce qu'on se raconte en France, et c'est ce qu'ils se racontent eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'ils aient une vie familiale. La vie en France, à ce moment-là, est une parenthèse. C'est du moins ce qu'ils se racontent. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais c'est le récit qu'on peut faire sur soi-même. On est en exil. Le titre d'un des articles, c'est El Ghorba, c'est-à-dire l'exil. La réalité, elle va changer ensuite, et précisément à partir du moment où on va fermer la porte de l'immigration dans des États européens comme la France, à ce moment-là, les gens qui sont là, ils vont rester. Ils ne vont pas se dire « je vais rentrer au pays, puis je reviendrai ». Ils se disent « je suis là, j'y reste, parce que sinon je ne pourrai plus revenir ». Et donc, ça les encourage à se représenter autrement leur vie. Non plus « je suis de passage, c'est provisoire », mais « je viens ici pour m'installer ». Et je viens ici pour m'installer, ça veut dire aussi, je fais venir ma famille.
La question du regroupement familial se pose dès lors de manière importante dans la deuxième moitié des années 70, précisément au moment où on ne peut plus se dire « je vais rentrer et je reviendrai quand je voudrais ». Là, on sait que si on part, on ne reviendra pas, donc on reste. Ça veut dire en particulier que la composition de l'immigration change à partir de là, qu'on a une immigration qui n'est plus seulement une immigration masculine, qui n'est plus une immigration d'hommes seuls. Il va y avoir des familles, mais il va y avoir aussi de plus en plus des femmes. Pas simplement des épouses, pas simplement des filles, pas simplement des sœurs, mais des femmes qui viennent pour elles-mêmes, c'est-à-dire indépendamment des hommes. Donc l'immigration au féminin, c'est beaucoup plus important. Si on veut prendre une deuxième référence, là, qui est peut-être, pour changer une référence littéraire, si vous connaissez les 3 récits proposés par Marine Diaye sur des femmes puissantes, sur 3 femmes puissantes, eh bien, ce sont des femmes, et l'une d'entre elles est une réfugiée, et sa traversée impossible organise le récit. Autrement dit, la figure de l'immigré, c'est en partie féminisé. Alors ça ne veut pas dire bien sûr qu'il n'y ait plus d'hommes, mais ça veut dire que ce n'est pas simplement une transformation qu'on pourrait dire familiale, c'est en même temps une transformation de genre. En particulier, ça se traduit par quelque chose que beaucoup de gens ont remarqué et qu'un certain nombre de gens ont commencé à étudier, c'est l'importance des migrations dans les métiers de ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire le soin des autres. Qui s'occupe des vieux en France, dans les EHPAD? Qui s'occupe des enfants qui ne peuvent pas encore aller à l'école? Eh bien, ce sont très souvent des femmes étrangères. Ce sont beaucoup des femmes qu'on dit racisées, c'est-à-dire qui ne sont pas blanches, mais dont une grande partie ne sont pas françaises, même si une partie sont françaises. Donc, à la fois du côté des soins des personnes âgées et du côté du soin des enfants, eh bien, on voit cette importance de la migration au féminin. Et ce n'est pas seulement en France. Il y a en fait tout un ensemble de travaux qui mettent l'accent sur cette mondialisation du care, c'est-à-dire le soin des autres. Ça ne se joue pas seulement à l'échelle nationale, ça se joue à l'échelle internationale. Il y a, selon les pays, des femmes qui vont venir des Philippines ou qui vont venir d'Afrique de l'Ouest ou qui vont venir, etc., de beaucoup d'endroits. Des femmes du Sud, entre guillemets, de ce Sud global, qui vont venir au Nord pour s'occuper du care, c'est-à-dire de ces fonctions dont on a bien mesuré ces derniers mois, avec la pandémie, qu'elle était essentielle, mais dont on a bien vu aussi, et on le savait déjà, que ce sont des métiers peu payés, des métiers précaires. Bref, on a le paradoxe du care qui est, nous savons bien que c'est essentiel, mais c'est le bas de l'échelle sociale par le revenu, par le statut national, par la position de classe et raciale, mais aussi par la position de genre. Alors, si on veut maintenant essayer de réfléchir à ces questions, je vous l'ai dit, on ne peut pas simplement constater des faits globaux, massifs, c'est-à-dire le fait qu'il y a plus de femmes qu'avant. Je ne voudrais pas simplement vous parler de sexe, en fait, je voudrais vous parler en même temps de genre et de sexualité. C'est-à-dire, la question n'est pas seulement de savoir combien d'hommes, combien de femmes, mais c'est aussi de voir qu'est-ce que ça change. Et en particulier, je voudrais articuler ça à d'autres dimensions des politiques migratoires, parce qu'il s'agit bien, pas simplement de migration, mais aussi de politique migratoire. Quelle est la politique migratoire de l'Europe en général? C'est de dire non. C'est de fermer les portes. C'est ce qu'on appelle l'Europe forteresse. Bien sûr, on nous expliquera parfois que c'est exagéré de dire les choses ainsi, mais je crois qu'il est difficilement contestable qu'on empêche les gens d'entrer. Nous en avons la démonstration constante en Méditerranée.
même les réfugiés, on ne les laisse pas entrer, contrairement aux principes revendiqués qui sont ceux des droits humains, c'est-à-dire le droit d'asile, qui est un droit fondamental. Donc ça, c'est la première chose. Mais vous voyez bien que contredire tous les principes démocratiques, c'est-à-dire renoncer aux droits humains, c'est compliqué pour les démocraties. Les démocraties sont censées être démocratiques. Autrement dit, les démocraties sont censées respecter les droits humains. Donc comment justifier une politique de fermeture, qui est donc une politique objectivement xénophobe, lorsque on vit dans des sociétés démocratiques, c'est-à-dire qui récusent toute xénophobie ou tout racisme? Comment se débrouiller? Eh bien, c'est là, à mon sens, que ce qui se passe aujourd'hui en Europe, et pas seulement en Europe, mais en particulier en Europe, demande à être interprété à partir du fait qu'il y a des politiques d'immigration et en même temps, l'immigration n'est pas un sujet politique. Je m'explique. Il y a des politiques d'immigration, bien évidemment, je viens de les rappeler, et vous les connaissez, des politiques de fermeture. N'entrez pas. Vous n'êtes pas les bienvenus. De ce point de vue, je ne peux pas m'empêcher de rappeler le programme paradoxal, ou le titre paradoxal du programme qui a été développé par le gouvernement français, qui s'appelle « Bienvenue en France » et qui s'adresse aux étudiantes et aux étudiants extra-européens et qui en réalité vise, par l'augmentation des frais d'inscription, à leur rendre plus difficile de venir. Et en particulier, explicitement, qui vise à faire qu'il y ait moins d'Africains pour qu'il y ait plus de Chinois, par exemple. Donc, bienvenue en France, ça dit bien les choses, c'est qu'on veut une politique qui exclut les étrangers, qui en limite le nombre, et en même temps, on ne veut pas revendiquer ça, on ne veut pas revendiquer la xénophobie, parce que sinon, on serait dans un régime qui est contraire aux valeurs professées par l'Europe. Donc, comment gérer cette contradiction? Eh bien, ce que je suggère d'abord, c'est qu'il n'y a pas... Il y a des politiques de l'immigration, des politiques migratoires, mais l'immigration n'est pas un sujet politique en ce sens qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas deux grandes positions qui s'affronteraient entre ceux qui diraient « il faut plus d'immigration » et ceux qui diraient « il en faut moins ». Donc ça n'est pas un sujet politique, ça n'est pas débattu. En France, vous n'entendez jamais personne politiquement dire « il faudrait plus de migrants ». Jamais. Cette phrase n'existe pas dans le discours politique. Dans le meilleur des cas, vous entendrez dire « il faut faire preuve d'humanité ». C'est-à-dire, il faut traiter ces migrants avec humanité, mais en même temps, on ajoute en général avec fermeté. Ça, c'est ce qu'on retrouve quels que soient les gouvernements. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas une alternative politique qui est proposée en matière d'immigration. Dans le discours politique, tout le monde est d'accord pour dire que l'immigration est un problème. Simplement, on le traite avec plus ou moins de dureté, plus ou moins de brutalité, plus ou moins de fermeté, dit-on. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas une règle universelle. Par exemple, aux États-Unis, on voit bien l'affrontement entre des positions, c'est-à-dire qu'il y a, dans les deux partis, démocrates et républicains, il y a des gens qui disent il faut se débarrasser de tous ces immigrés, mais il y en a d'autres qui disent nous avons besoin d'immigration. Bien sûr, en Europe, il y a des exceptions. C'est après tout ce qui s'est passé avec l'Allemagne et Angela Merkel en 2015. C'était un autre discours sur l'immigration, mais c'est plutôt l'exception. L'idée que l'immigration pourrait être pensée positivement et non pas négativement, c'est quelque chose qui est à peu près absent. Autrement dit, ce qui se passe en France et ce qui se passe en Europe, c'est qu'on a accepté l'idée qui venait de l'extrême droite que l'immigration est un problème. On ne dit pas « il y a des problèmes », on dit « c'est un problème ». Cette différence est pour moi très importante entre « il y a des problèmes » et « c'est un problème », parce que si on dit « c'est un problème », c'est qu'on veut s'en débarrasser. Si on dit « il y a des problèmes », c'est qu'on veut gérer les choses, les régler mieux.
Je vais prendre un exemple. Si vous parlez du chômage, tout le monde, je crois, s'accordera pour dire c'est un problème. Autrement dit, on voudrait se débarrasser du chômage. Mais si vous parlez de l'école, la plupart d'entre nous seraient d'accord, non pas pour dire c'est un problème, il faut s'en débarrasser, en tout cas lorsqu'on est universitaire, on ne dira jamais ça, mais on dira « Ah, il y a des problèmes, il serait bien de s'en occuper ». Autrement dit, on peut imaginer de penser l'immigration soit sur le mode du chômage, soit sur le mode de l'école. Soit c'est un problème et il faut s'en débarrasser, soit il y a des problèmes et il faut les gérer et les gérer mieux. Ça, ce serait deux logiques politiques complètement différentes. Or, la deuxième solution, vous ne l'entendez pas. Nous ne l'entendons pas. Un peu partout en Europe, on nous dit c'est un problème. Alors, pour compenser cela, heureusement, si je puis dire, avec ironie, il y a le sexe. C'est-à-dire, pour compenser le fait qu'on a des politiques antidémocratiques dans des sociétés démocratiques qui se réclament des valeurs démocratiques, eh bien, on va mettre toute la démocratie dans le sexe. Et c'est ce qui se passe depuis les années 2000. Dans deux domaines, lorsque je dis le sexe, il s'agit donc à la fois du genre et de la sexualité, c'est-à-dire qu'il s'agit à la fois de la question des femmes et de la question des minorités sexuelles. Par exemple, on a une directive européenne qui date de 2004 et qui fait une place aux persécutions fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre comme un motif migratoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu partout en Europe. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit se développer, depuis les années 2000, ce que j'appelle, et ce que d'autres aussi appellent, une instrumentalisation de la démocratie sexuelle. La démocratie sexuelle, c'est un concept que j'ai forgé il y a une bonne quinzaine d'années pour essayer de décrire le fait que nous vivons dans des sociétés qui revendiquent l'idée que l'ordre sexuel, l'ordre des sexes et l'ordre des sexualités, eh bien c'est nous qui le définissons. Ça veut dire, si c'est nous qui le définissons, qu'il n'est pas donné par un principe transcendant. Quelle est la place des femmes? Nous disons, c'est à nous d'en décider. Quelle est la place de l'homosexualité? Nous disons, c'est à nous d'en décider. Nous vivons dans des sociétés qui disent, est-ce qu'on laisse entrer les couples de même sexe dans le mariage? Débattons-en. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Autrement dit, c'est un sujet démocratique. Est-ce qu'on peut changer de sexe et à quelles conditions? Eh bien, là aussi, ce sont des lois qui vont le décider. Ce n'est pas un principe transcendant, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas la nature, ce n'est pas la science. C'est nous. Nous, c'est-à-dire la loi, c'est-à-dire l'État, qui va décider des règles du jeu sexuel. Quel est l'âge de la majorité sexuelle? Eh bien ça, ce sont des lois qui le définissent. Avec qui peut-on se marier ou pas? C'est la loi qui le définit, etc. Donc l'ordre sexuel, il est défini par nous, c'est ce que nous revendiquons. Nous disons, non pas c'est donné une fois pour toutes, ça ne peut plus changer, mais nous savons bien que l'ordre sexuel, il a changé dans notre vie. Ça, c'est ce que j'appelle la démocratie sexuelle. Le fait que nous vivons dans des sociétés qui disent, qui revendiquent le fait de définir elles-mêmes le monde dans lequel nous vivons. L'instrumentalisation de la démocratie sexuelle, c'est de dire nous incarnons la démocratie sexuelle. La démocratie sexuelle, c'est nous. Nous sommes tous et toutes très féministes. Nous sommes tous et toutes très gay-friendly, c'est-à-dire très bienveillants à l'égard des minorités sexuelles. En revanche, c'est ce qu'on entend beaucoup dire, les autres, non. Nous,
Nous aimons beaucoup les femmes et les homosexuels, eux, non. Eux sont sexistes, eux sont misogynes, eux sont homophobes, eux sont transphobes. Ça, c'est ce qu'on entend beaucoup dire. Mais c'est qui, eux? Eh bien, eux, ça va dépendre, mais ça peut être très bien eux, les musulmans, les Africains, les autres. C'est pas nous. Et donc, en creux, ça définit quelqu'un qui est nous, des gens sympas, des gens qui sommes très tolérants, très ouverts. Et on découvre ainsi que la France serait par nature féministe. Ce qu'on ne savait pas, puisque la France, par exemple, a très tardivement ouvert le vote aux femmes. Donc, l'idée que la France était très féministe est une idée toute récente. L'idée que ce serait la nature de la République française. Par exemple, l'idée qu'on entend beaucoup aujourd'hui, que ce serait inhérent au principe de la laïcité, c'est quelque chose dont personne n'avait entendu parler en 1905. En 1905, les gens qui étaient pour la laïcité, c'est-à-dire pour la séparation de l'Église, enfin des Églises et de l'État, ils étaient plutôt contre le droit de vote des femmes, parce que les femmes étaient censées être asservies au curé. Donc, l'idée, c'est ce que montre, c'est ce que rappelle, c'est ce que souligne l'historienne féministe Joan Scott. Elle rappelle combien l'identification de la laïcité au féminisme est toute récente. L'idée que être féministe et être laïque, c'est la même chose, ça fait une vingtaine d'années. Avant, personne ne disait ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on nous explique aujourd'hui que nous, les Européens, nous, les Français, nous sommes du côté de la démocratie sexuelle, c'est-à-dire des droits des femmes et des minorités sexuelles, mais que malheureusement, les autres, eux, menacent cette égalité entre les sexes et ces libertés sexuelles qui nous sont chères. Ce n'est pas seulement la France, puisque c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de pays européens dans les années 2000. Ce qu'on voit à ce moment-là, c'est des politiques migratoires qui mobilisent le critère sexuel comme un critère pour trier les étrangers. Par exemple, on va poser des questions à ces migrants pour savoir s'ils sont très ouverts en matière de droits des femmes ou en matière de droits des migrants. En Allemagne, par exemple, dans le Baden-Württemberg, on avait des tests où on demandait aux musulmans spécifiquement, aux migrants musulmans spécifiquement, non seulement ce qu'ils pensaient des femmes, mais aussi ce qu'ils pensaient de l'homosexualité, avec des questions très précises. Si vous aviez un fils homosexuel, vous réagiriez comment? Alors, de manière très intéressante, des associations LGBT en Allemagne avaient répondu en disant « Formidable, il faudrait demander ça à tous les Allemands. » C'est-à-dire, c'est dommage de ne demander qu'aux étrangers s'ils sont gay-friendly, c'est-à-dire favorables aux droits des homosexuels. C'est trop dommage. Après tout, il faudrait poser la question, puisque à l'époque, le pape, c'était Benoît XVI, c'est-à-dire l'ancien cardinal Ratzinger, le cardinal Ratzinger allemand, on aurait pu lui demander si vous aviez un fils et qu'il soit homosexuel. Parce qu'après tout, certes, les papes n'ont pas toujours des fils, mais les migrants non plus. Donc on est dans l'hypothèse. Et c'est important de se poser la question ainsi en ces termes, est-ce qu'on réserve ces questions aux autres ou est-ce que ces questions s'appliquent à nous? Et là, je vous parle du milieu des années 2000, mais c'est quelque chose qui est encore vrai aujourd'hui. Par exemple, nous avons entendu récemment une membre du gouvernement français, Marlène Schiappa, dire « il faut interdire la polygamie de fait ». C'est-à-dire pas seulement la polygamie de droit, qui est déjà interdite, mais la polygamie de fait. Or, de qui parle-t-elle? Uniquement des étrangers. C'est-à-dire, elle dit, il faut empêcher de venir en France les hommes qui pratiquent une polygamie de fait, premièrement, et deuxièmement, il faut chasser de France les étrangers qui pratiquent une polygamie de fait. Autrement dit, vous le voyez bien, c'est ne pas se poser la question de savoir si la polygamie peut exister pour des Français. Est-ce qu'il arrive que des hommes en France aient de facto 2 épouses?
Apparemment, oui. On a un ancien président de la République dont on a appris qu'il avait 2 familles. Donc ça n'est pas impensable, et rien ne permet de penser qu'il était musulman, rien ne permet de penser qu'il venait d'Afrique. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas une spécificité culturelle radicale sur ce point. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne se pose pas la question pour nous, on se pose la question pour eux. On ne se pose pas la question pour nous, donc en creux, on suggère que la polygamie de fait est réservée aux citoyens français en France. Vous voyez bien que la politique, là, ça trace des frontières, et des frontières qui passent par le sexe. Alors la question, une fois qu'on a vu ça, c'est de se dire, qu'en est-il au-delà de ces politiques et de ces discours qu'on va retrouver par exemple aux Pays-Bas? Aux Pays-Bas, il va y avoir, alors qu'en France, on parle plutôt uniquement de l'hétérosexualité, aux Pays-Bas, on va beaucoup parler de l'homosexualité. Et donc, on va mettre l'accent sur le fait qu'eux, ils sont homophobes, alors que nous ne le sommes pas du tout. Mais peu importe, à chaque fois, ce sont des variantes. Mais la question essentielle, c'est tracer une frontière entre eux et nous, qui serait une frontière sexuelle. Alors, ce que je voudrais voir maintenant, c'est qu'est-ce que ça fait aux gens qui passent les frontières. C'est-à-dire, qu'est-ce que ces discours qui se traduisent par des pratiques politiques, qui se traduisent par des lois, par des règlements, par des tests. Il va y avoir des tests, par exemple, pour vérifier que les gens pensent de telle manière, mais aussi qu'ils ont des désirs de telle ou telle manière. Donc je voudrais prendre des exemples, avec en particulier, je rappellerai très brièvement le fait que pour le regroupement familial, s'est posé systématiquement en France la question du soupçon. Donc on avait eu un amendement qui avait été proposé et qui avait été adopté, qui était un amendement proposant de faire des tests pour vérifier que les enfants revendiqués par un père étaient bien les enfants de ce père. Autrement dit, il y avait un soupçon a priori sur la filiation des étrangers, malgré les documents qu'ils pouvaient produire. Donc, on allait tester biologiquement. Il y a toutes sortes de tests, donc une logique du soupçon qui s'est répandue. Mais je voudrais le prendre sur 2 exemples. Le premier de ces exemples, c'est celui des couples binationaux. On a vu se développer dans les années 2000 une suspicion généralisée à l'encontre des couples binationaux, en particulier parce qu'on a constaté que la proportion de mariages binationaux, c'est-à-dire d'une personne française avec une personne extra-européenne, je laisse de côté les mariages intra-européens, eh bien que ça représentait en gros 1/3 des mariages. Ces politiques vont d'ailleurs réduire cette proportion à 1/4 en quelques années. Autrement dit, on va empêcher les gens de se marier dans des proportions importantes. Il y a des explications assez simples à tout cela, c'est que les couples franco-français n'ont pas besoin de se marier. Vous le savez, en France, beaucoup de gens aujourd'hui attendent longtemps avant de se marier. Ils vont vivre ensemble, ils vont faire des enfants, et puis au bout d'un moment, ils se diront « tiens, et si on se mariait ?» Autrement dit, c'est un choix privé. C'est devenu un choix privé. En revanche, pour les personnes étrangères qui sont en couple avec une personne française, ça n'est pas un choix privé. Pourquoi ? Parce que si ces personnes étrangères veulent rester en France, c'est-à-dire si elles veulent que leur couple puisse continuer, eh bien il faut se marier vite. Parce que le mariage ouvrira des droits. Mais la rapidité de ce mariage semble justifier les soupçons. Pourquoi vous vous mariez si vite ? C'est bien que vous le faites par intérêt. Autrement dit, l'État va vérifier que ce ne sont pas ce qu'on a appelé des mariages blancs, mais aussi que ce ne sont pas ce que l'État va commencer à appeler des mariages gris. Les mariages blancs, c'est-à-dire 2 personnes qui se marient sans avoir l'intention de vivre comme mari et femme. Et on va commencer à appliquer cette expression, en particulier aux mariages binationaux. Mais aussi, sous Nicolas Sarkozy, on va inventer,
on va inventer la catégorie du mariage gris. Et ce jeu de couleurs est assez troublant, parce qu'évidemment, la dimension raciale n'est pas très loin dans toutes ces affaires, puisqu'il s'agit pas simplement d'étrangers, mais d'étrangers qui viennent du Sud, et les fantasmes raciaux ne sont jamais très loin. Donc, les mariages gris, c'est quoi? C'est quand l'étranger ou l'étrangère qui se marie, en fait, est en train de duper le Français ou la Française avec qui il ou elle se marie. C'est-à-dire que le Français ou la Française serait amoureux et que l'étranger ou l'étrangère serait intéressé. Et donc, on va voir se développer ce que j'ai appelé une police de l'amour, c'est-à-dire des enquêtes policières pour vérifier que les gens s'aiment vraiment. Ce qui demande une compétence très particulière qui n'est pas enseignée dans les écoles de police, mais avec des tests qui sont empruntés aux séries télévisées, c'est-à-dire, par exemple, de vérifier s'il y a des photos qui traînent, qui montrent les gens ensemble, ou bien demander à l'autre quel dentifrice est utilisé par son conjoint, ou etc. Bref, toutes sortes de vérifications, dont certaines sont moins pittoresques et moins sympathiques, comme par exemple de vérifier dans la table de nuit s'il y a des préservatifs ou des choses comme ça. Donc, une intrusion très forte dans l'intimité pour essayer de vérifier si c'est de l'amour. Ce qui est tout à fait frappant, parce que lorsque on est français et qu'on se marie avec une personne française, on ne nous demande jamais de vérifier si on s'aime vraiment. On ne nous demande jamais si ce mariage pourrait être intéressé. Si j'épouse un homme ou une femme qui est beaucoup plus riche que moi, peut-être que je suis intéressé. Mais peut-être que non seulement je suis intéressé, mais qu'en plus je l'aime. Il se trouve que l'idée qu'il pourrait y avoir un intérêt est donc ainsi opposée à l'amour, comme si l'amour était forcément désintéressé. Or, nous savons bien que ça n'est pas vrai, puisque les gens se marient, par exemple, pour des raisons d'impôt. Et nous le savons bien aussi, statistiquement, parce que les gens se marient, en gros, dans le même milieu social. Autrement dit, chacun calcule objectivement ses intérêts. On ne se marie pas n'importe comment. C'est ce que montrent toutes les études sociologiques. Donc, il y a de la rationalité et pas simplement de l'amour. Ce n'est pas incompatible. Sauf qu'on présume que dans le cas des couples binationaux, il doit y avoir l'amour pur, indépendant de tout intérêt. Autrement dit, ça n'aurait rien à voir avec le fonctionnement social ordinaire. Donc, on demande aux couples binationaux d'être dans un régime sexuel complètement idéal où il n'y aurait aucun intérêt. Ce qui, évidemment, n'est pas possible. Donc, on crée une injonction impossible. Le deuxième exemple que je prendrai de ces frontières sexuelles et de ce qu'elles provoquent et des effets qu'elles font au sujet, c'est pour l'homosexualité. Le fait d'être exposé à des persécutions en raison de son identité sexuelle, que ce soit en termes d'identité de genre ou d'orientation sexuelle, est un motif, je l'ai rappelé tout à l'heure, depuis les années 2000, pour accepter des gens qui demandent l'asile. Il faut donc prouver les persécutions, ça c'est toujours vrai, mais il faut aussi prouver l'homosexualité. Donc, d'un côté, on a les couples binationaux qui doivent prouver leur amour, mais d'un autre côté, on a les homosexuels qui doivent prouver leur homosexualité. Comment prouver son homosexualité? Comment prouver à l'administration, à la justice? La République tchèque avait créé, alors pour les hommes, ça ne marchait pas pour les femmes, mais des tests phallométriques. Vous devinez par ce mot de quoi il s'agit? Il s'agit de mesurer les réactions de sujets masculins sur lesquels on a branché des appareils, les réactions d'excitation sexuelle, en leur montrant des films pornographiques. Vous voyez bien que ça, c'est un traitement qui a d'ailleurs ensuite été condamné par l'Europe, mais qui veut dire qu'au fond, d'un côté, on leur dit
on vous ouvre la porte, puisque vous êtes susceptible d'être persécuté, mais d'un autre côté, on leur dit, on vous soupçonne a priori. Il va y avoir bien d'autres manières de vérifier. Par exemple, des tribunaux anglais, des juges anglais vont demander aux gens s'ils ont lu Oscar Wilde. Comme si tous les homosexuels du monde étaient obligés de lire Oscar Wilde. Et d'ailleurs, il y a des hétérosexuels aussi qui peuvent lire Oscar Wilde. Donc, ce critère est révélateur. On va aussi demander, est-ce que vous êtes déjà allé à la Gay Pride, à la marche des fiertés? Mais évidemment, là aussi, il y a des hétérosexuels qui vont à la marche des fiertés. Et il y a beaucoup d'homosexuels qui ne vont pas à la marche des fiertés. Donc tous ces critères sont absurdes. Et on pourrait les multiplier. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que de toute façon, on est dans une logique du soupçon. Alors le problème, donc, c'est de voir comment les individus se débrouillent avec ces soupçons. Et je prendrai l'exemple, à partir d'un travail que j'ai fait avec une chercheuse qui était à l'époque doctorante et que nous avons publié ensemble, en anglais puis en français, dans un article qui s'appelle en français « Devenir homosexuel », qui est une réflexion sur ce que c'est que l'identité sexuelle qui passe les frontières. Et en particulier, il y aurait d'autres exemples, mais je vais me concentrer sur un seul, d'un homme algérien qui vient en France et qui demande l'asile politique. L'asile politique lui est refusé. Donc, dans un deuxième temps, il va demander l'asile sexuel, en tant qu'homosexuel. Ça n'était pas son intention d'origine, et d'ailleurs, il ne se définissait pas forcément comme homosexuel. Mais il se trouve qu'il vit là avec un homme français, et que cet homme français lui dit si tu veux rester, si tu veux qu'on reste ensemble, il va bien falloir obtenir l'asile. Et donc, pour cela, il est important que tu puisses dire, premièrement, que tu es homosexuel et qu'il te serait, deuxièmement, impossible de vivre ta vie homosexuelle en Algérie. Et dans l'entretien, on s'aperçoit de combien c'est compliqué. Parce que sa vie, la vie de cet homme, ne se réduisait pas à être un homosexuel. Il était d'abord engagé politiquement. Et sexuellement, eh bien, c'était plus compliqué. C'est-à-dire que, oui, il avait des relations avec des hommes, mais oui, il avait des relations avec des femmes. Et d'ailleurs, en France aussi. Mais il est obligé d'entrer dans une case qui est celle de la logique d'État. Il ne peut pas dire « Oui, vous savez, je ne suis ni homosexuel ni hétérosexuel, ça dépend ». S'il dit ça, il n'a aucune chance d'obtenir l'asile. Donc, il est obligé de devenir homosexuel. Mais pour son compagnon, qui est français, les choses sont relativement simples. On est homosexuel ou on est hétérosexuel. Et il lui dit en notre présence, quand même, on couche ensemble. Moi, je suis homosexuel, on couche ensemble, donc tu es homosexuel. Les choses sont simples, ce qui est normal, puisque de son point de vue, c'est ça que ça veut dire. Mais ça ne veut pas forcément dire la même chose pour cet homme algérien avec lequel il vit. Est-ce que, en tant que chercheur, en tant que sociologue, je vais dire ce qu'est vraiment cet homme algérien qui demande l'asile en France? Je n'en sais rien. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une vérité de ce qu'il est? Je ne sais pas. Parce que sa vérité, elle se construit dans des contextes. Elle se construit en Algérie. En Algérie, quand il est en Algérie, il n'est pas homosexuel. C'est un homme qui a aussi des liaisons avec des hommes. Ça, c'est un modèle de l'homosexualité qui a quasiment disparu en France dans les modèles légitimes pour vivre son homosexualité. Ça existait, mais ça n'existe plus beaucoup, ça ne se dit plus beaucoup, ça ne se revendique plus beaucoup. Parce que ce qu'on est tenté de se dire, dans la logique française, c'est qu'il n'a pas encore vraiment fait son coming out, qu'il n'assume pas vraiment ce qu'il est, qu'il n'a pas réussi à se détacher de sa culture, qu'il reste prisonnier des normes de son pays. Et vous voyez bien qu'à ce moment-là, ça ressemble à ce qu'on nous raconte d'habitude sur le fait que eux, ils sont homophobes, nous, non. Alors qu'en réalité, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'il est confronté à des normes d'un côté comme de l'autre, quand il est en Algérie et quand il est en France, comme tout le monde.
Donc l'identité sexuelle, elle n'existe pas indépendamment des rapports de pouvoir. On ne peut pas simplement se dire qu'il y a une vérité du sexe. C'est pour ça que j'étais parti de Michel Foucault. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faille être aveugle aux transformations qu'entraîne le fait d'arriver en France. Et je vais terminer là-dessus. Arriver en France, eh bien, ça bouscule les choses, pour le meilleur et pour le pire. Mais ça les bouscule. Ça bouscule l'ordre sexuel, c'est-à-dire les règles du jeu dans lesquelles les personnes construisent leur identité. Donc, par exemple, ça peut effectivement bousculer. J'ai une doctorante qui travaille sur les questions de genre chez les migrantes roms en France, de Roumanie et de Bulgarie. Il est clair que ces femmes vont avoir un rôle plus important dans la vie familiale, dans la vie collective, que ça n'était le cas en Roumanie et en Bulgarie. Donc ça peut changer les choses, y compris pour le meilleur, parce qu'elles peuvent être considérées comme plus vulnérables et donc avoir plus de chances d'obtenir le droit de rester au lieu d'être expulsées. Donc la dynamique des rapports entre les sexes et entre les sexualités, elle se joue dans la migration comme des rapports de pouvoir. Et ça peut amener même, par exemple, des femmes à avoir beaucoup plus un rôle politique. C'est-à-dire pas simplement à bousculer un petit peu les rôles dans la famille, dans la communauté, mais dans certains cas, à devenir des figures politiques. C'est ce qu'on a vu ces dernières années, et donc je vais conclure là-dessus. C'est ce qu'on a vu avec des mobilisations qui sont très remarquables. Par exemple, vous en avez peut-être entendu parler, des coiffeuses. Les coiffeuses du boulevard de Strasbourg à Paris, c'est-à-dire dans un quartier populaire, des coiffeuses presque toutes africaines, qui étaient quasiment réduites en esclavage par leurs employeurs, qui étaient d'ailleurs africains aussi, et qui étaient des hommes, alors qu'elles étaient presque toutes des femmes. Ils pouvaient les exploiter puisqu'elles étaient sans papier. Or, elles se sont mobilisées avec le soutien d'un syndicat, en l'occurrence la CGT, et leur mobilisation a réussi, elles ont gagné devant la justice. Bien que sans papier, elles ont des droits dans le monde du travail. Autrement dit, une mobilisation de femmes sans papier, des sans-papières, a payé. Deuxième exemple, les mobilisations de femmes de chambre dans les hôtels. Depuis quelques années, on voit ces mobilisations, à nouveau avec un soutien syndical, d'ailleurs avec le même syndicat, mais on a vu à plusieurs reprises, d'ailleurs une des militantes de la CGT qui travaille sur ces questions est une ancienne étudiante de Paris 8 que j'ai eue il y a quelques années, donc j'ai l'impression que tout cela n'était pas en vain. Mais cette ancienne étudiante, mais surtout aujourd'hui militante syndicale, travaille avec ces femmes, ce sont presque uniquement des femmes, qui sont parmi les plus démunies socialement. Elles n'ont pas beaucoup d'argent, elles sont étrangères, ce sont des femmes, elles sont parfois sans papier, donc elles ont très peu d'atouts. Et pourtant, elles font des mobilisations qui durent des mois, voire plus d'un an. Combien de mobilisations en France réussissent à tenir aussi longtemps? Et combien obtiennent des victoires? Donc on a là quelque chose, je crois, de très intéressant, c'est que les plus démunis, et la question de genre évidemment joue un rôle là-dedans, mais aussi la question migratoire, mais la question de classe, bref, toutes ces questions à la fois, les plus démunis peuvent aussi avoir une force, elles peuvent se mobiliser parce que ça n'est pas qu'elles n'ont rien à perdre, mais c'est qu'elles ont déjà tout perdu. Et donc, elles sont bien obligées de se battre. Donc je crois qu'il y a là quelque chose de surprenant, parce que quand on fait de la sociologie, on insiste en général sur le fait que la domination, ça veut bien dire qu'on est moins fort. Quand on est dominé, que ce soit en termes de classe, de race, de genre, etc., on est moins fort. Là, on voit le développement d'une puissance des faibles. Et ça nous ramène aux 3 femmes puissantes dont je parlais tout à l'heure, de Marine Diaye. C'était des femmes puissantes paradoxales, puisque en réalité, par exemple, cette migrante, elle mourait dans sa traversée. Mais on voit ici que si on pense politiquement, ça nous amène à penser pas simplement à ce qu'on fait
aux migrantes et aux migrants, en les empêchant d'eux, ou au contraire en prétendant les délivrer d'eux. Mais c'est ce qu'ils en font et ce qu'elles en font. Comment des personnes se constituent en tant que sujet, et donc pas seulement l'assujettissement, dont parle Michel Foucault, mais aussi l'autre versant, la subjectivation, se construire en tant que sujet, dont parle aussi Foucault, c'est-à-dire se construire parfois en tant que sujet politique. Je m'arrête ici en vous remerciant pour votre patience. Merci Eric Fassin, c'était plutôt passionnant. Il ne fallait pas être patient, mais on est tous passionnés par votre propos. Alors, j'ai déjà des questions que je reçois tout doucement. Je vous invite tous à envoyer vos questions maintenant. On a encore un peu de temps pour répondre à toutes les questions. Alors, il y a deux points de votre intervention. Je me suis posé la question sur l'importance du sexe à l'intégration à la nouvelle société. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose comme ça? Oui. Premièrement, si nous vivons dans des sociétés qui disent que la vérité est dans le sexe, c'est-à-dire la vérité de ce que nous sommes modernes, nous sommes civilisés, donc nous sommes définis par une sexualité et un genre moderne, civilisé, démocratique, etc. Évidemment, c'est quelque chose, on l'a vu, qui s'applique tout particulièrement aux personnes étrangères, puisqu'on ne me demande pas à moi si je suis civilisé, si je suis moderne, etc. C'est une question qu'on soumet aux autres. Je crois que ce qu'on voit, premièrement, c'est que c'est une question politique. Je disais tout à l'heure que dans les années 2000, on a tracé ces frontières sexuelles. Je pourrais ajouter que ce qui s'est passé au moment en 2015, fin 2015, début 2016, vous vous en souvenez, c'est les agressions de Cologne, où des centaines de femmes ont été victimes de violences sexistes et sexuelles. Et ça a eu un retentissement international. Ce qui, bien sûr, est terrible, mais ce qui retenait mon attention, c'était le fait que la seule interprétation disponible, ou la seule qui a réussi à se faire entendre, c'est l'idée que c'était une question culturelle. Autrement dit, c'est ce que résumait par exemple une tribune de Kamel Daoud, qui avait été publiée dans des journaux qui vont du New York Times au Monde, en passant par Le Temps à Genève, etc. Donc il a été publié partout, et il disait... Le problème, c'est que la culture arabo-musulmane a un problème avec le sexe et avec les femmes. Donc, une grille de lecture culturelle. À partir de là, si on accepte cette vision des choses, ça veut dire que soit on ne veut plus d'étrangers, parce qu'on veut garder la démocratie sexuelle, le fait que chez nous ça va bien. Vous aurez compris que le chez nous ça va bien est un peu ironique. Soit on se dit, eh bien, on va... les forcer ou les encourager à changer complètement. C'est-à-dire, il faut qu'ils abandonnent leur culture pour devenir comme nous. En réalité, ce qu'on constate, c'est que les gens changent dans la migration de toute façon. De toute façon, par exemple parce qu'ils vont à l'école française, quand c'est en France, et pareil dans les autres pays. Autrement dit, parce qu'ils sont confrontés à d'autres. Donc, la question n'est pas est-ce qu'on arrache les gens à leur culture ou est-ce qu'ils peuvent rester dans leur culture. De toute façon, ça ne marche pas comme ça. De toute façon, moi je suis sensible sur ces questions à une image qui est celle du bricolage. Je crois que dans la vie sociale, on bricole. On bricole avec des normes. On essaie de se composer une vie vivable à partir de l'ensemble des contraintes et des opportunités qu'on a devant nous. Donc, ce bricolage, ça veut dire que, comme tout le monde, les migrants, ils en prennent et ils en laissent. Mais comme tout le monde. Par exemple,
Vous savez bien que nous vivons dans des sociétés, alors je vais parler en particulier de la France, mais évidemment ce n'est pas propre à la France, où on nous explique tout le temps que nous croyons à l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous y croyons très très fort. C'est une valeur très importante pour nous. En même temps, comme vous le savez, la différence entre le temps consacré aux travaux domestiques par les femmes et par les hommes, non seulement est considérable, mais elle ne bouge quasiment pas dans le temps. Donc manifestement, notre féminisme enthousiaste n'a à peu près rien changé. Manifestement, ça veut dire que notre culture française, nous la bricolons. Nous racontons des choses, nous aimons beaucoup les femmes, nous sommes très pour l'égalité. Mais quand même, qu'est-ce qu'on entend? Il reste des tas de féministes qui ont l'air de ne pas être entièrement contentes et qui parlent de charge mentale, par exemple, c'est-à-dire du fait que ça pèse sur les femmes beaucoup plus que sur les hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rhétorique sur la culture française n'a rien à voir avec la culture française. La rhétorique selon laquelle nous sommes du côté de la démocratie sexuelle n'a rien à voir avec la vérité quotidienne. Je ne dirais pas rien à voir, mais qu'elle en est très éloignée. Donc, pour ma part, j'avais été très intéressé par le fait que le Royaume-Uni avait un discours par rapport aux migrants qui n'était pas celui de la France, qui n'était pas celui des Pays-Bas ou de l'Allemagne. Tous ces pays qui disaient « chez vous, c'est pas bien, chez nous, c'est bien ». Ce que disaient les textes produits pour l'immigration par le Royaume-Uni, c'était « nos valeurs, c'est l'égalité homme-femme ». Mais en pratique, vous savez, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est quand même nos valeurs. Ça me paraissait très intéressant. Parce qu'au lieu de dire « il y a une différence de culture irréductible entre vous et nous », ça disait « nous proposons des idéaux qui sont très importants pour nous, même si nous savons que nous ne les respectons pas forcément beaucoup mieux que vous ». Donc je crois que la question de changer les valeurs, oui, les valeurs changent. Après, il n'y a pas que les valeurs, il y a les pratiques. Et ça, en matière en particulier de féminisme, tout le monde le sait bien, ça a une très grande inertie. Je veux bien imaginer que c'est complètement différent en Grèce, mais je ferai l'hypothèse que pas entièrement. Absolument. Absolument, c'est partout la même chose, je pense. Mais je ne connaissais pas cette expression de charge mentale, mais qui me trouve tout à fait d'accord, parce que si on est une femme, c'est ça. C'est une expression qui a été utilisée en particulier par une dessinatrice, à ce moment précis, Emma, je crois, et ça a eu un succès fulgurant. Je comprends pourquoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, toutes les femmes se sont mises, enfin j'exagère bien sûr, mais beaucoup de femmes se sont mises à parler de charge mentale. Parce qu'elles se disaient, ben, voilà, c'est pour ça que j'arrive pas à me concentrer sur les trucs sur lesquels je veux me concentrer, c'est parce que je suis censé me souvenir du rendez-vous pour le gamin chez le médecin, parce que je dois penser que demain à 8h15, et puis par ailleurs dans 5 jours, on doit voir la prof, etc. Sans parler de toutes les discussions qui ont lieu sur l'organisation domestique, c'est-à-dire sur le ménage, sur les courses, sur etc., etc. Donc cette expression de charge mentale a eu un succès formidable en très peu de temps, parce qu'elle dit quelque chose, c'est-à-dire le fait qu'il y a un écart si considérable entre les valeurs revendiquées et la pratique effective. Donc, j'ai des questions qui commencent à arriver. Ah oui, si on a, oui, je préfère commencer par le public. Il y a un microphone quelque part? Oui. Et comment ça se passe pour la traduction? Si madame me pose la question. Moi, je vais vous traduire. D'accord. Merci beaucoup. Comme ça, vous... Ευχαριστώ. Merci. J'aimerais avoir votre avis sur l'action criminelle contre Charlie Hebdo. Ce magazine employait des symboles religieux des musulmans, en particulier Mohamed, le prophète Mohamed. Et je voulais poser la question, pourquoi la société française a-t-elle été tellement inerte? Pourquoi elle n'a pas réagi? Par exemple, s'il y avait profanation du Christ, par exemple, s'il y avait une profanation du Christ,
comment réagirait la société française? Elle aurait réagi ou elle serait restée inerte, comme ce fut le cas pour le magazine Charlie Hebdo? Alors, la dame vous demande si elle parle des attaques au Charlie Hebdo. Elle veut savoir pourquoi la société n'a pas réagi, voilà, merci, n'a pas réagi quand au Charlie Hebdo ils ont moqué Mohamed, et si la société aurait réagi si c'était Jésus-Christ qui a été moqué. Alors d'abord, il est clair que en France, quand on parle de l'islam, mais ce n'est pas seulement en France, on parle toujours aussi de genre et de sexualité. Donc par exemple, avec le voile islamique. Mais aussi, je l'ai rappelé tout à l'heure, avec l'idée d'une culture arabo-musulmane qui aurait un problème avec la sexualité, etc. Et si on parle de Charlie Hebdo, il y a eu une couverture de Charlie Hebdo début 2016 qui fait référence aux attaques contre les femmes à Cologne. Vous avez peut-être vu cette couverture qui ne me faisait pas rire et qui posait la question: que serait devenu le petit Aylan s'il avait grandi? Vous savez, ce petit enfant qu'on avait retrouvé mort sur une plage et dont la photo avait circulé dans le monde entier. Donc il y avait un dessin qui rappelait cette photographie célèbre, et on le voyait adulte, comme si on se projetait dans 20 ans, en train de courir avec d'autres derrière des femmes pour les attraper, pour les violenter. Bref, ça faisait un lien direct entre cet enfant syrien, syrien si je ne dis pas de bêtises, et les violences qu'on venait de voir à Cologne, alors même qu'il a été établi que ce n'étaient pas des réfugiés syriens. C'était plutôt, semble-t-il, des Maghrébins, qui donc n'étaient pas des réfugiés, mais qui étaient des migrants déjà là depuis quelque temps. Ça veut dire que la question du genre et de la sexualité, elle est toujours présente. Je crois qu'effectivement, il n'y a pas de symétrie en France. Alors, je vais vous donner ce qui est en partie une opinion et en partie une analyse sociologique. Je crois qu'il n'y a pas de symétrie entre l'image de Jésus et l'image du prophète. Je ne parle pas dans l'absolu, mais pour des raisons assez simples. C'est que la plupart des Français de culture chrétienne ne sont pas particulièrement chrétiens. La preuve, ils ne vont pas à la messe. Pour dire vite, bien sûr, hein, et il y a beaucoup d'autres preuves. Donc, si on montre des images sacrilèges du Christ, les seuls que ça choque, ce sont les intégristes. Et on voit des mobilisations intégristes régulièrement, de catholiques intégristes, donc d'une frange catholique. En revanche, lorsque Charlie Hebdo publie des caricatures du prophète, je crois que beaucoup de musulmans se disent « je sais bien que c'est de nous qu'on est en train de parler ». Même si ils ne se sentent pas forcément très musulmans. Même si ils ne passent pas leur temps à la mosquée. Mais quand même, ils ne sont pas bêtes. Ils ont bien compris que c'est quand même d'eux qu'on est en train de parler.
Donc ce n'est pas symétrique. Je pense qu'il y a beaucoup de catholiques, même de catholiques croyants, qui quand ils voient une image moquant le Christ, se disent pas « je suis visé ». Alors que, pour beaucoup de musulmans, même s'ils n'en ont rien à faire de l'islam, mais quand même. C'est un petit peu comme pour l'antisémitisme. Je pense que lorsque, par exemple, il y a, j'ai oublié en quelle année, mais Dieudonné, qui était un humoriste, a fait un sketch antisémite. Il a fait un sketch antisémite où il se déguisait en juif orthodoxe. Ce que tout le monde a très bien compris, c'est qu'il ne parlait pas seulement des juifs orthodoxes. Il parlait des juifs. Donc tout le monde a bien compris que ce n'était pas juste un désaccord avec les juifs conservateurs, mais que c'était de l'antisémitisme en général. Je crois que beaucoup de gens en France ne veulent pas entendre que c'est ce qui est en train de se passer à propos des références à l'islam comme religion, c'est que ça parle aussi d'un groupe de gens, les musulmans, qui ne sont pas forcément particulièrement musulmans, mais qui sont désignés comme tels. C'est la raison pour laquelle aussi on voit en France beaucoup aujourd'hui de femmes, on va dire d'origine maghrébine, même si j'aime pas trop renvoyer à l'origine, mais là je crois que c'est pertinent, qui ne portent pas du tout le voile, mais qui quand même s'engagent pour défendre les femmes qui portent le voile. Pourquoi ? C'est pas qu'elles soient très musulmanes, peut-être qu'elles le sont pour certaines, bien sûr, mais c'est qu'elles se disent, quand on s'en prend à elles, c'est aussi à moi qu'on s'en prend, j'ai bien compris que c'est nous toutes qui sommes visées. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire simplement, je n'ai pas envie de porter le voile, elles se disent, on me dit, tu dois choisir ton camp. Soit tu es du côté des filles voilées, soit tu es du côté des filles libérées. Et donc leur choix n'apparaît plus tout à fait comme un choix. Donc je crois que ce qui se joue autour de l'islam en France et en Europe plus largement, ce n'est pas juste sur l'islam. C'est sur un groupe social qu'on appelle les musulmans, indépendamment de la réalité de leur rapport religieux à l'islam. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une première question qui serait par rapport au pouvoir et cette possibilité de se révolter face au pouvoir, comme vous avez illustré avec l'exemple des femmes sur la rue de Strasbourg. Ça m'a fait penser aussi au concept de micro-pouvoir. En fait, que le pouvoir, ce n'est pas seulement le pouvoir, mais il y a aussi plusieurs types de pouvoir. Et à quel point leur révolte et leur mobilisation contre leurs oppresseurs, qui étaient en l'occurrence des hommes africains, à quel point ça joue un rôle dans la réussite ou l'échec d'une mobilisation contre une forme de pouvoir qui n'est pas forcément celle d'État, ou que l'État pourrait aussi concevoir des hommes africains comme un oppresseur, quoi, plus que si c'était des hommes blancs contre qui elle se mobiliserait. Et la deuxième, c'est par rapport à l'intersectionnalité entre les femmes et les femmes migrantes homosexuelles. Et à quel point, quels sont leurs répertoires, quels sont leurs avantages on voit pour le cas de l'homosexuel homme, qui verrait ça comme une option d'être persécuté, mais quelle est la situation pour les femmes racisées, homosexuelles, et quel rôle ça joue dans la gestion de quel genre d'homosexuels ou quel genre de minorités sexuelles sont autorisées à venir, quoi.
Je ne sais pas si ça fait sens. Sur la première question, donc sur les micro-pouvoirs, pour ma part, je suis attentif, mais je ne suis pas le seul bien sûr, mais je suis attentif à ne pas seulement rappeler la domination, c'est-à-dire à ne pas seulement rappeler ce que les gens subissent, même si je crois qu'il faut commencer par là, mais, comme beaucoup d'autres, à insister sur leur agency, et même, c'est-à-dire leur capacité d'agir, le fait que les gens ne se contentent pas de subir, même quand ils sont dominés. Mais au-delà même de l'agency, c'est-à-dire il y a toujours une marge d'action dans cette capacité d'agir, il y a vraiment la constitution en sujet politique. J'ai pris ces exemples de migrantes, mais au-delà des migrantes, on voit que, par exemple, aujourd'hui, dans les banlieues françaises, les mobilisations sont souvent portées par des femmes. Ce sont des filles de migrants, plutôt. C'est-à-dire qu'elles-mêmes ne sont pas migrantes. Si vous prenez Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, il me semble qu'elle est née en France, ou en tout cas, elle a passé l'essentiel de sa vie en France. Et il y en a beaucoup d'autres. C'est-à-dire que les femmes jouent en ce moment un rôle très important dans les mobilisations populaires, c'est-à-dire dans les mobilisations des dominés, pour dire vite. Donc je trouve qu'il y a là quelque chose d'intéressant, c'est ce que je voulais souligner, et je ne partirai pas forcément de micro-pouvoirs, puisque ce sont des micro-pouvoirs, mais qui peuvent devenir assez importants. Quand on voit par exemple qu'il est question d'avoir une loi en France contre le séparatisme et que la première fois qu'on en a entendu parler, c'est à propos de la manifestation organisée par le comité Adama Traoré, place de la République, qui étaient tous sauf séparatistes, puisque les gens qui étaient sur cette place, et j'en faisais partie, étaient de toutes les couleurs, et aussi que ce n'était pas à l'écart, c'était au contraire au centre même, place de la République, et qu'en plus, les organisateurs de la manifestation faisaient chanter la Marseillaise, ce qui quand même n'est généralement pas reconnu comme un hymne séparatiste, et que enfin les gens qui étaient là disaient « on est chez nous », renversant un slogan d'extrême droite pour en faire un slogan minoritaire. Bref, tous ces indices ne concordaient pas avec le séparatisme. Mais là, on n'est plus seulement dans le micro-pouvoir, on est manifestement dans l'idée que tout cela est très menaçant. Il y a manifestement, si vous regardez ce qui se passe en ce moment dans les médias et dans la classe politique, vous pouvez avoir l'impression que ces micro-pouvoirs sont des macro-pouvoirs. J'en prendrai un exemple. Là encore, la limite entre migration et minorité raciale n'est pas toujours simple. J'en prendrai un exemple dans ma propre université, l'université Paris 8, qui est donc à Saint-Denis, au nord de Paris. Il y a eu en 2016 une journée de réunion en pleine mobilisation contre la loi travail et en pleine occupation de l'université par les grévistes. Il y a eu une journée organisée par quelques étudiantes et étudiants racisés qui s'intitulait « Paroles non blanches ». C'est-à-dire où des étudiantes et des étudiants racisés, c'est-à-dire non blancs, si l'on veut, qui ne s'identifient pas comme blancs parce qu'ils sont assignés à une position racisée, eh bien, ces étudiantes et étudiants ont organisé quelque chose où c'était eux qui organisaient et qui donnaient la parole à des personnes non blanches. C'était ouvert à tout le monde, mais ce qu'on en a retenu, c'est qu'il n'y avait pas de blancs qui parlaient. Ça a fait scandale puisque c'est arrivé jusqu'à l'Assemblée nationale où la ministre de l'Éducation nationale a condamné fermement ce qui s'était passé, etc. Autrement dit, je suis frappé pour ma part par le fait qu'il y a une disproportion complète entre quelques étudiantes et étudiants, on peut en penser ce qu'on veut, mais qui ont fait quelque chose pendant quelques heures sur un campus, et le fait qu'on en discute à l'Assemblée nationale. Et c'est réédité ensuite, puisqu'il va y avoir un syndicat Sud Éducation qui va organiser un stage où il va poser des questions sur le racisme d'État et où il y aura une brève séance en non-mixité.
Et à nouveau, on va avoir le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui, alors qu'avant c'était Najat Vallaud-Belkacem, donc du gouvernement précédent, eh bien Jean-Michel Blanquer qui va annoncer qu'il va poursuivre en justice ce syndicat, ce qu'il ne pourra pas faire parce que ça n'est pas possible légalement, mais en tout cas, grâce à cette annonce, il obtient une ovation unanime à l'Assemblée nationale, ou quasi unanime, à commencer par Marine Le Pen, qui est trop heureuse de protester contre le racisme des racisés. Moi, ce qui me frappe, c'est que ces micro-événements ont un impact macro. C'est-à-dire, on a les plus hautes personnalités de l'État qui réagissent. Mais c'est pareil pour le président de la République qui parle de séparatisme, y compris qui évoque dans le discours qu'il a tenu il y a quelques jours le fait que certains utilisent les pensées postcoloniales ou décoloniales. C'est-à-dire, on a un président de la République qui a utilisé le mot décolonial, ce qui est tout à fait ahurissant parce que personne ne connaissait ce mot en France il y a 5 ans, ou quasiment personne. Donc, ça a des effets, et y compris le président de la République qui s'en prend à ses universitaires, je me suis demandé à qui il pensait exactement, qui contribuent à une ethnicisation de la question sociale. Alors, comme j'ai co-dirigé un livre qui s'appelle « De la question sociale à la question raciale », je me suis posé des questions, mais ce qui est très frappant, c'est la disproportion de moyens. Donc les micro-pouvoirs, le dernier exemple n'est pas le meilleur, puisqu'on parle plutôt de micro-pouvoirs de personnes racisées, mais ces micro-pouvoirs, ils ont un impact considérable. Et ils ont un impact considérable, à mon sens, parce que ce qui est en train de se passer, et que je trouve très intéressant, c'est que les immigrés, d'une part, les racisés, d'autre part, en distinguant, c'est-à-dire des racisés français ou françaises et des immigrés, donc étrangers, étrangères, eh bien, jusqu'à récemment, c'était des objets de discours. C'était des gens dont on parlait. C'est par exemple ce qu'on voit qui s'est passé sur les femmes voilées ou les filles voilées. On les montre, on en parle, mais on ne les entend pas beaucoup. Par exemple, j'imagine que vous avez beaucoup entendu la députée qui a déclaré qu'elle ne pouvait pas rester à l'Assemblée nationale parce qu'il y avait une femme voilée qui allait prendre la parole. J'imagine que, comme moi, vous n'avez pas entendu la prise de parole de cette femme voilée. Donc, on entend celle qui proteste. D'habitude, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand même en ce moment en France? C'est qu'on commence à entendre des voix minoritaires. De ce point de vue, il y a eu un moment très intéressant, je trouve. Vous vous rappelez peut-être dans une émission The Voice, qui est une émission voilà, de chansons, avec des compétitions pour la chanson, etc., qui existe aussi donc, en Grèce, mais qui existe un peu partout dans le monde, avec des titres parfois différents. Mais une chanteuse qui impressionnait tout le monde par la qualité de sa voix. Moi, je ne regarde pas cette émission et je n'ai pas de compétences particulières, mais cette chanteuse donc, avait un succès considérable. Et d'un seul coup, comme elle portait un turban sur la tête, ça a intrigué l'extrême droite qui est allée regarder dans ses tweets et qui a retrouvé quelques tweets un peu douteux. Bon, elle a immédiatement disparu. Ce que je trouve très significatif, c'est que l'émission s'appelle The Voice, c'est-à-dire c'est la voix. En fait, ce qui était nouveau, c'est qu'il n'y avait pas simplement une jeune femme avec un turban, mais qu'on entendait sa voix et qu'on ne parlait que de sa voix. Et y compris, pas seulement de sa voix mélodieuse, mais de la chanson qu'elle chantait, des paroles de la chanson, de la langue qu'elle utilisait, puisqu'elle reprenait une chanson de Leonard Cohen dont elle disait, je crois, si je me souviens bien, une strophe enfin, ou un couplet en arabe. Donc, on commentait ce qu'elle disait, comment elle le disait, et pas seulement son apparence. Donc il y a une bataille en ce moment autour de ça. Est-ce qu'on a seulement des images, c'est-à-dire des objets de discours, ou est-ce qu'on a aussi des sujets de discours, des personnes qui donnent de la voix? Donc je crois que c'est ça qui explique la virulence des réactions, c'est qu'on commence à entendre
Comme par exemple, on a Amandine Gay, qui est une militante, mais aussi une artiste noire, qui a fait un film qui s'appelle « Ouvrir la voie », V-O-I-X, et où elle donne la parole exclusivement à des femmes noires. Je trouve qu'il se passe quelque chose autour de tout ça qui dépasse le micro-pouvoir, c'est-à-dire le micro-pouvoir retentit très fort, il inquiète beaucoup, parce que, en fait, pour avoir travaillé sur les questions sexuelles et sur le trouble dans le genre, je crois que là, il y a un trouble dans l'ordre racial. Vous savez, la question posée par Gayatri Spivak, c'est est-ce que les subalternes peuvent parler? Can the subaltern speak? Ce qui a été traduit aussi en français par « les subalternes peuvent-elles parler ?» donc au féminin. Je crois qu'actuellement, c'est ça qui est en train de se passer. C'est qu'on entend mal des voix subalternes, mais on les entend, et ça provoque des réactions énormes, parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on a l'habitude de penser que ce sont des objets et non pas des sujets de discours. Donc je crois que c'est ça qui bouge de manière très importante. Et je vais répondre très brièvement, parce que je suis trop long dans mes réponses, sur le deuxième point, puisque j'ai pris des exemples masculins, qu'est-ce que ça change si on prend des exemples féminins pour des femmes, on va dire lesbiennes, migrantes? Quand je dis on va dire lesbiennes, c'est parce que ça présuppose qu'il y a une identité lesbienne et que cette identité est fixe et qu'elle est la même, quel que soit le pays, la culture. Manifestement, c'est plus compliqué. Et on a le même problème, c'est-à-dire des femmes à qui on demande, enfin, par exemple, à qui on va dire vous n'êtes pas lesbienne puisque vous avez un enfant, ou parce que vous êtes mariée, par exemple. Ce qui, évidemment, ne rend pas compte de la réalité. Donc, je crois qu'il y a la même question, et y compris d'avoir l'air lesbienne. Donc en fait, des migrantes lesbiennes, enfin, ou qui ont une vie homosexuelle, on va dire, ou qui ont une vie amoureuse avec des femmes, elles ont intérêt à avoir l'air lesbienne au sens où on est censé avoir l'air lesbienne quand on est en France ou dans d'autres pays européens. Elles y ont intérêt. Au même titre que dans les couples binationaux, on a intérêt à avoir l'air d'amoureux comme on est amoureux en France, ou comme on est amoureux dans les autres pays, etc. Donc l'injonction à faire comme on est censé être dans le pays où on va, elle joue aussi. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais pour faire bref, enfin relativement. Oui, mais à partir de maintenant, je pense qu'il faut faire plus rapidement, je pense. Oui. Et il y a d'autres questions dans la salle? Alors, moi, je vais essayer de faire une synthèse de questions qu'on a. Alors, il y a une question qui revient. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce vieux bon melting pot qu'on pensait avoir atteint, surtout aux États-Unis? Et ça ne sera pas une solution, un pilier salvateur, comme dit un ou une amie? Premièrement, l'expression melting pot, donc qui effectivement est utilisée pour les États-Unis, et qui est à peu près la même expression qu'on trouve dans le titre d'un livre de Gérard Noiriel en 1988 qui s'appelle Le Creuset français. C'est la même idée, la même logique. C'est le premier grand livre d'histoire de l'immigration en France, 19e, 20e siècle, par Gérard Noiriel. Ça, c'est une histoire qui, je crois, reste vraie, qui est l'histoire de l'immigration, c'est-à-dire l'histoire de l'immigration, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille, dans aucun pays. Enfin, ou en tout cas, peut-être pas jamais ni aucun, mais d'ordinaire, ça n'est pas si tranquille. Mais ce qu'on constate, c'est que après les difficultés de départ, qui sont à la fois les difficultés des migrants, mais aussi les difficultés de la société qui accueille ces migrants, à la génération d'après, tout ça s'est calmé. C'est bien ça l'idée du melting pot, c'est l'idée que la première génération, c'est encore des étrangers, la génération d'après, c'est en gros des Américains ou des Français, ou etc. Et à la troisième génération, là, c'est fini. Il ne reste plus que des traces quasiment folkloriques. Ça reste vrai en bonne partie,
Et en particulier, c'est à ça que sert l'école. L'école, c'est vraiment un creuset. Parce que c'est l'apprentissage de la langue, mais c'est aussi l'apprentissage de cadres de pensée, c'est aussi le fait de coexister avec des gens qui sont d'origines différentes, etc. Alors bien sûr, l'école subit aussi la logique de racialisation des sociétés dans lesquelles nous vivons, c'est-à-dire de ségrégation. Donc évidemment que les écoles n'ont pas la même allure en Seine-Saint-Denis ou dans l'ouest parisien. C'est-à-dire les différences de classe et de race sont très visibles, les moyens ne sont pas les mêmes. Voilà, enfin bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin parce que je pense que tout le monde le sait d'avance. Et là encore, j'imagine qu'il y a des similarités en Grèce et comme dans beaucoup d'autres pays. Donc la classe et la race, qui peuvent être partiellement effacées par l'école, eh bien elles traversent l'école aussi, et donc ça ne suffit pas. Mais il y a autre chose, c'est que justement, quand on pense creuset, melting pot, on pense immigration, et on laisse de côté la question raciale. Parce qu'aux États-Unis, on n'a jamais dit qu'il y avait de melting pot pour les Noirs. Il n'y a jamais eu de melting pot pour les Noirs. Les vagues migratoires successives s'intègrent, ça marche, en gros, mais la question noire, dans sa spécificité, reste, qui est liée à l'histoire de l'esclavage, bien sûr, à l'histoire de la ségrégation, etc., comme tout le monde sait. Donc, il n'y a pas que du melting pot, il y a aussi un héritage qui est celui de la ségrégation et de l'esclavage. Je crois que la question se pose pour la France aussi, et pour beaucoup de pays européens, où on a tendance à penser seulement par rapport à l'immigration, mais il y a quand même aussi une histoire de l'esclavage pour la France, par exemple, et il y a une histoire de la racialisation dans le monde colonial. Par exemple, la catégorie de musulmans, c'est une catégorie qui est utilisée comme une catégorie d'État en Algérie. Il y a les Français musulmans d'Algérie. Donc c'est une catégorie d'État. Donc dire qu'il y a une catégorie de gens qui sont français mais qui quand même ne sont pas les mêmes, bah, c'est introduire une distinction qu'on peut appeler raciale. Je ne veux pas dire qu'il existe une race des musulmans, mais il n'existe pas de race de toute façon. Simplement, c'est du point de vue de l'État une catégorie à part, qui n'a pas les mêmes droits. Ben, ça veut dire qu'il y a un héritage de ça, et qui n'est pas pensé quand on parle uniquement de laïcité, ou quand on parle uniquement d'immigration. Il est important de voir qu'il y a une histoire raciale de l'islam en France. Donc, je ne pense pas que le melting pot soit fini, simplement, je crois premièrement que l'école elle-même est traversée par toutes ces questions, et deuxièmement, qu'il n'y a pas que l'histoire de l'immigration, il y a aussi une histoire raciale, et en France, elle passe et par l'esclavage et par la colonisation. Très bien. Je pense que c'est le moment de dire au revoir à Eric Vassin. Mais avant, il faut vous remercier encore une fois pour cette conférence cet après-midi. C'est malheureux, normalement, vous devriez avoir vu ces magnifiques amphithéâtres tout remplis. Mais j'espère la prochaine fois. Merci beaucoup à tout le monde et à vous. Et aussi pour le travail de traduction. Parce que, comme vous avez pu le voir, il n'y avait pas de texte, ce qui ne facilite pas la tâche des traducteurs toujours.